tous, merci à vous de nous rejoindre sur le plateau de la quotidienne. On poursuit dans notre semaine spéciale droit et conseils pratiques. Au sommaire de l'émission, Duke nous donnera des conseils sur les répulsifs naturels que l'on peut trouver autour de nous, dans C'est bien de chez nous. Puis avec Anna, dans On s'occupe de vous, on s'intéressera aux droits des malades et plus particulièrement au métier de conseillère ESF en milieu hospitalier. On en saura plus avec elle tout à l'heure. Et pour finir avec Marie-Hélène dans Job et Éducation, on s'intéresse aux préparatifs et aux bourses d'études pour ceux qui préparent donc leur rentrée hors territoire. Mais avant, je reçois notre invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir David Sansano, bonjour. Bonjour Chloé. Alors tu es coprésident de l'association Homosphère Nouvelle-Calédonie. Homosphère, c'est quoi? C'est qui? Donc c'est une association, loi 1901, qui a été créée un tout petit peu plus de 15 ans dans le but de permettre, je dirais, la reconnaissance des personnes homosexuelles et transsexuelles dans la société néo-calédonienne pour y développer des valeurs de respect et de tolérance. D'accord. Alors ça fait combien de temps que tu es coprésident de cette association? Donc moi ça fait 2 ans, j'ai pris la coprésidence il y a 2 ans. D'accord. Et puis on a poursuivi les projets, les actions qui ont été menées par les présidents, les coprésidents des années précédentes. Alors justement, quelles actions, pour quelle victoire, quelles actions ont été menées par l'association? Donc c'est une association qui s'adresse principalement aux personnes LGBT, donc L pour lesbiennes, G pour gay, B pour bisexuel et T pour les personnes transgenres. Donc bien évidemment c'est un problème de société parce que voilà, notre devise c'est un petit peu le droit à l'indifférence, être comme tout le monde. Donc on a été sur le front à l'occasion du PAX qui a eu lieu, donc c'était en 99 en France et qui par un lobbying au niveau des politiques en Nouvelle-Calédonie, on a cherché effectivement à ce que ça puisse être aussi le cas appliqué en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et donc en 2009, ça a été le cas et c'est très bien, on est très fiers de cette victoire parce qu'à l'heure actuelle, 85% des personnes qui se paxent sont hétérosexuels, donc ce n'est pas que pour la population homo, au contraire. D'accord. Et alors il y a eu bien plus tard, c'était donc en mai 2013, le 17-18, après 136 heures de débat houleux au Parlement, ponctué par de nombreuses manifestations, la France devenait le 14e pays à légaliser le mariage entre personnes de même sexe et de ce fait, la Nouvelle-Calédonie aussi. Et oui, juste après la Nouvelle-Zélande. Qui est donc deuxième pays du Pacifique Sud, ouais, tout à fait. À légaliser le mariage, en sachant alors je pense pas que ça ait été fait exprès, je sais pas, mais que le 17 mai c'est aussi la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et les transphobies aussi. Donc oui, non, ça, je ne crois pas qu'il y ait un rapport de cause à effet, mais oui, donc depuis cette date-là, la loi pour le mariage pour tous est applicable en Nouvelle-Calédonie, donc dans les pays d'outre-mer, grâce notamment aux députés qui ont demandé à ce que ce soit applicable aussi dans les pays d'outre-mer. Donc maintenant, on peut se marier en étant homosexuel, 2 hommes ou 2 femmes en Nouvelle-Calédonie depuis, donc ça fait faire 1 an et demi, presque 2, dans 6 mois même pas. Alors justement, cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, ça vous a également mené à mener des enquêtes, à organiser des enquêtes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors tu parlais tout à l'heure des actions qui sont menées dans la société. Donc chaque 17 mai, on organise, donc pour cette journée internationale de lutte contre l'homophobie, transphobie, on organise effectivement une campagne, plus ou moins à grande échelle en fonction des budgets qu'on a, parce qu'on est quand même une association qui est reconnue par les institutions en Calédonie. Donc on organise une campagne pour, on va dire, informer les gens, pour toujours, je disais, des valeurs de tolérance et de respect, pour que les gens sachent aussi que les gays, les lesbiennes, les trans sont des personnes comme tout le monde. Et suite à la campagne, donc il y a 2 ans, on a fait une enquête, savoir effectivement les répercussions sur la population. Et c'était très intéressant parce qu'on a vu que finalement c'était pas culturel, c'était pas en lien avec des convictions religieuses, coutumières, pas plus les personnes locales que les personnes de métropole, pas plus les personnes en milieu urbain qu'en milieu rural, que les personnes qui avaient dans leur entourage quelqu'un qu'ils connaissaient, pas quelqu'un qui ne connaissait pas, mais quelqu'un qui connaissait de gays, de lesbiennes ou de personnes transgenres, étaient des personnes plus ouvertes d'esprit à ce problème de société qui est respect, tolérance des personnes différentes. Est-ce que tu as vu les mentalités évoluer
dans l'association, je veux dire, est-ce que vous avez constaté justement une évolution de ces mentalités? Comment ça se passe? Est-ce qu'au quotidien ça reste encore difficile? Alors c'est pour ça que j'allais dire oui et non. Oui, ça reste quand même difficile. C'est compliqué quand même de dire à des personnes, voilà, on est différents, mais on est comme vous. Le droit à l'indifférence, c'est très important parce que on a les mêmes droits, on paye les mêmes impôts, on s'aime de la même manière. Bon, la seule différence, c'est que je suis un homme, j'aime un homme, ou je suis une femme, j'aime une femme, ou je me sens pas homme alors que je suis né homme et j'aime quand même les garçons. Voilà. Mais ça a évolué, mais on n'est pas encore dans la discrimination. Il y a encore de la discrimination. Alors, en Nouvelle-Calédonie, c'est pas comme en métropole, comme en Europe. C'est la discrimination j'appellerais ça larvée en fait. Beaucoup d'harcèlement. Il n'y a pas de passage à l'acte physique, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas ce genre de choses ici. C'est beaucoup de la discrimination, du harcèlement. C'est plus des choses où les gens sont vraiment anéantis, on voit de la dépression, les gens qui viennent. On a une ligne d'écoute d'ailleurs qui sert à ça. Et c'est milieu professionnel, milieu scolaire. D'accord. Beaucoup. Donc une ligne d'écoute, c'est-à-dire on peut appeler quand on veut? Quand on veut, 24 heures sur 24. Et on a quoi, des conseils? C'est ça, c'est moi qui l'ai pour le moment. La responsable opérationnelle, Gaëlle, qui est salariée de l'association, est un travailleur social, donc qui va récupérer cette ligne aussi pour pouvoir aiguiller les gens, les guider et les orienter sur des structures plus spécialisées s'il y a besoin. Alors quels sont vous avez organisé pour la première fois, c'était en fin d'année dernière, en septembre 2015, la deuxième édition du concours de l'élection de Miss Papillon Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un concours consacré aux transsexuels. Quelle a été la démarche de l'association justement dans l'organisation de cette élection? Donc en fait la démarche, toujours des valeurs de tolérance, de respect. C'est la première fois que vous organisiez cette élection. C'était la deuxième édition par contre. C'est ça, donc la première en 2013. Avant c'était Miss Diva des Divas, ça datait d'il y a plus de 10 ans, c'était début des années 2000 en Calédonie. On a vraiment mis un accent particulier pour que ce soit dans l'élégance, vraiment la beauté, mettre en valeur les filles qui ont participé, les candidates. Donc ça s'est organisé aux arènes de Païta et elles ont vraiment joué le jeu, des chorégraphies, des musiques. On a fait intervenir aussi des artistes sur scène, voilà, des valeurs de tolérance. Pourquoi? Parce que, c'est une problématique différente des personnes homosexuelles, filles ou garçons. C'est vraiment une problématique identitaire. Ils ne sont pas nés dans le bon corps. Et ce qui pose souci souvent, c'est se font traiter avec des mots injurieux, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que si c'est un garçon qui ne se sent pas garçon, qui se sent femme, ça va être rapidement des mots pas très agréables. Pédale, tapette, tout ce qu'on veut, voilà, ce genre de choses. Alors quand elles ne se sentent pas du tout, ni homosexuelles. Enfin, c'est vraiment une problématique identitaire. La même chose pour les filles qui sont nées dans un corps de filles et qui se sentent hommes. Oui, lesbienne, non, c'est pas le cas, non, on n'est pas. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment informer les gens sur cet événement. Comité Miss Papillon nous a vraiment aidé à mettre de l'élégance, de la beauté dans cet événement-là, et ça a été particulièrement réussi. Alors les prochains rendez-vous, les projets en fait de l'association, c'est quand? Alors bon, donc 2016, une fois par mois on organise des petits espaces de rencontre, donc que ce soit des after-work ou des apéros, donc vers 17h pour les after-work, plus tard vers 20h pour la deuxième partie. Ensuite il y a des petits espaces aussi qu'on organise au sein du local, qui est à la vallée du Tyr. Ça s'appelle des ciné-gays. C'est pas forcément gay, c'est le nom qu'on a donné pour des documentaires, des fictions, des romans filmés sur ce qui touche un petit peu la communauté. Il y a des choses plus grandes, donc une nouvelle réédition de Miss Papillon pour l'année prochaine, toujours avec le comité Miss Papillon. Et puis plus proche dans le temps, au mois de mars, on va avoir la deuxième édition de la Rainbow Party. Ah oui, à l'île aux Canards. Oui, qui avait été reportée l'an dernier parce qu'il y avait eu Pam, le cyclone Pam qui y était arrivé en Nouvelle-Calédonie, mais qui avait quand même eu lieu au 1er mai. Donc on espère que ça va marcher aussi bien parce qu'on a dû refuser des personnes l'année dernière, donc on espère vraiment que cette année. Mais on va finir en donnant les contacts de l'association. Oui. Alors il y a un numéro, le 27 60 66, et puis on parlait d'une ligne d'écoute tout à l'heure. Oui, alors c'est le 97 62 64. 97 62 64, il y a une page Facebook aussi pour l'association, et puis qui s'appelle donc Association Homosphère, et puis on peut également vous envoyer des mails, homosphère@gmail.com. Très bien. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous. Merci Chloé.
Bonjour Duke, alors aujourd'hui pour coller justement au thème de la semaine, tu vas donc nous donner des conseils pratiques et on va parler de plantes, des plantes que nos mamans ont dans leur jardin tout le temps, hein. Donc ça peut être des plantes pour leur vertu médicinale mais aussi pour leur vertu de répulsif naturel, par exemple contre des insectes, contre les moustiques par exemple. C'est ça Chloé, alors bonjour Chloé, bonjour à vous à la maison. Pour commencer notre petit listing Chloé, on peut déjà entamer avec ce qu'on appelle l'Arnica kanak, plus connu sous le nom de Miché ou Nisi en Négoné. Alors on va dire que c'est une plante que l'on retrouve dans la plupart des jardins du pays, au bord des cases. Aujourd'hui, on la retrouve même dans des pots qui sont vendus dans les étals de différents marchés ici au pays. Et c'est d'ailleurs notre botaniste préféré Bernard Suprin qui nous en avait déjà parlé sur ce plateau, c'était avec Élise. Alors rappelle-nous, on l'utilise contre quoi ce Miché? Alors on va dire que c'est une plante à multiples vertus. On l'utilise par exemple quand on a la grippe ou quand on a attrapé un simple rhume. En fait, il suffit de soit casser, cueillir une petite feuille, quelques feuilles, une poignée de feuilles, une tige, et puis la façon la plus simple de se soigner, c'est mâcher un petit peu et puis avaler le jus, ou sinon se débrouiller pour retirer le jus, extraire le jus en pressant avec un chiffon ou même simplement en pressant un tas de feuilles dans sa main, ça le fait aussi. Alors quand on a le nez bouché, tu peux utiliser ce jus-là en l'aspirant directement, mais ça fait une sensation assez, c'est assez difficile, c'est assez désagréable. On peut même l'utiliser lorsqu'on a reçu des coups, lorsqu'on a des hématomes. Là, on peut utiliser ces feuilles tout simplement en pansement ou même en frottant, en massage, voilà, c'est ça. Alors après, à côté de cette plante-là, Chloé, on a aussi nos mamans qui nous disent une plante à avoir absolument dans nos jardins, c'est l'aloe vera, l'aloès. Et ben oui, contre les brûlures, hein, ça soulage beaucoup. Et puis ça hydrate aussi, ça hydrate bien donc les blessures, la peau, même les cheveux. Hein. Ça empêche donc, quand on se brûle, ça empêche la formation de cloques. Donc il faut l'appliquer vite, juste après la brûlure. Et puis on peut même en consommer en jus par exemple, ou bien dans des sortes de salades. Certains nutritionnistes nous le conseillent pour adoucir également le travail des organes digestifs. C'est vrai Chloé. Alors tout à l'heure Chloé en parlait aussi des plantes répulsives, les plantes qui éloignent les moustiques comme on disait tout à l'heure. Alors nos mamans nous disent que planter de la citronnelle au bord des maisons, près des habitations, ça éloignerait ces insectes volants qui, rappelons-le, nous transmettent plusieurs maladies telles que la dengue par exemple. Oui. Alors on a aussi des plantes qu'il faut avoir dans les maisons, dans les chambres, pour éloigner les mauvais regards, éloigner les mauvais esprits, mais ça on ne va pas en parler aujourd'hui, ça fera peut-être l'objet d'un de nos prochains reportages. Alors aujourd'hui Chloé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre plutôt du côté de Boulou Paris, où on a rencontré Mamie Malia. Mamie Malia nous partage ses secrets sur un répulsif qu'elle a créé. Là on va dire que c'est un répulsif naturel contre les moustiques. Alors je te propose à toi Chloé, à vous à la maison, qu'on regarde ensemble ce petit reportage. Ça fait 20 ans que je travaille avec les plantes et les pigments naturels. C'est à partir de là que je suis allée chercher dans mes souvenirs. Il y avait une légende, c'était un vieux Tahitien qui avait chez lui à 5 heures du soir des nonos. Quand ça piquait, ça faisait plein de bobos, c'était horrible et il ne pouvait pas aller sur la plage. Et moi, je me suis rappelé que j'avais 10 ans quand ce monsieur racontait que grâce à une plante, ils ont pu éradiquer ce nono. Donc à partir de là, je me dis, je vais fabriquer donc un anti-moustique que je vais pulvériser partout, mais qui est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, il suffit d'aller cueillir les plantes qu'il y a dans le jardin. Il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas attaquées par les insectes. Donc j'ai dit, je vais récolter les plantes dans le jardin en prenant donc 4 plantes de base, celle-ci, le datura sauvage qui pousse à la naturelle, le niaouli et le faux poivrier. Et là-dessus, j'ai rajouté les feuilles de corosol pour éviter les démangeaisons, la feuille du papayer, et j'ai rajouté des plantes parfumées qui continuent à attirer les abeilles
et qui est aussi un répulsif pour les insectes comme les guêpes, les guêpes maçonnes et les mouches. Je fais en fonction de la contenance de ma bouilloire. Donc je mets ça. Ici, je vais mettre, tiens, j'ai envie de lui donner un parfum de mandarine, je mets les feuilles de mandarinier. C'est une plante qui pousse, elle est envahissante. Je ne l'ai pas plantée, hein. C'est arrivé comme ça avec la terre. Hein. Voilà. C'est la base. Et là, on va récupérer le niaouli et le faux poivrier là. Puis là, ça tombe bien parce que il y a des bouquets de baies roses dessus. Bon, on va dire c'est le poivre du pauvre. Hein? Puis maintenant, c'est devenu, tu vois ces petites graines là, ces fameuses graines qui sont bon. Et bien c'est ça les fameuses baies roses. Qui coûtent très cher dans le commerce et alors que nous, dans le jardin, on le coupe, on le brûle. Alors tout ça, c'est la base. Tout ça, c'est la base de l'infusion que je vais faire. Ça fait 14 ans que je taille et que je surveille ces niaoulis, à les protéger parce qu'on a du mal à les faire pousser. Hein. Donc maintenant, je m'en sers. Voilà, on va chercher. Je peux faire mon infusion pour traiter mes moustiques. Le plus possible, je prends les jeunes pousses. Hein, et voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. Regardez, il n'y a pas de moustiques. En un mois, j'ai traité. On n'a pas de moustiques, hein, les chiens. Puis maintenant, on va faire notre préparation. On fait la cueillette le matin et puis je le mets à mariner dans de l'eau une nuit et après le lendemain, je fais bouillir. Tout simplement, je le filtre et je remplis tous mes petits pulvérisateurs et je travaille avec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne s'est pas rendu compte, mais c'est nous qui élevons les moustiques chez nous. Avec les paillages des plantes et l'arrosage automatique. Ah, les moustiques, ils adorent en été, hein, les pondre. Le gravillon, tout autour de la maison. Les bassins à poissons, même s'il y a des poissons dedans. C'est la folie, les moustiques qu'on est en train d'élever. Donc, les plantes, à partir de c'est une infusion, en fait, de plantes, qu'il suffit de pulvériser. Ça sent bon parce que vous rajoutez du basilic. Alors il faudra le changer ce parfum. Ça peut être basilic et thym, ça peut être les agrumes, citron, orange et mangasseille. Et la fois d'après, ben, ça peut être que le basilic sauvage. Et il y a une plante que nous on appelle le langakali, qui a des petites fleurs comme ça et qui pousse dans vos îles. Partout en Calédonie, qui fleurit, qui sont très bons, que nous on utilise pour faire les colliers. Et ben je rajoute dedans, ça me parfume. Et c'est pour ça quand on passe le produit, ça a une odeur de parfum de fleurs et les abeilles continuent à venir butiner les fleurs. Un jour vous faites avec le basilic pour parfumer, le lendemain vous faites avec les feuilles de citron, tout ce qui est agrumes. Mais vous avez toujours une plante que vous changez. Donc ça peut durer une semaine votre produit. Ce qui fait que le moustique ne pourra pas s'habituer. Ça change la vie. Les plantes nous redonnent le sourire avec ce produit. Voilà, merci beaucoup à Madame Malia Durand d'avoir partagé avec nous ce petit secret. En fait, ce sont des plantes qui ne sont pas difficiles à trouver, hein, qu'on peut trouver partout dans notre jardin, dans la nature, chez notre voisin. Oui, au bord des routes, là, parce qu'on voyait qu'on utilisait la feuille de niaouli, le faux poivrier, même les feuilles de citron, tout ça. Il y a plein de plantes facilement trouvables, si on peut dire ça comme ça. Mais une chose importante à dire, c'est que comme Mémé Malia le fait, là, elle
elle nous partage ses secrets, nous partage ses savoirs, c'est un petit peu le patrimoine, son patrimoine à elle qu'elle nous transmet. Et aujourd'hui, une chose importante à faire, c'est protéger un petit peu tous les patrimoines que nos vieux, que nos mamans quand même Malia nous transmettent, parce que tu sais comme moi qu'aujourd'hui on a de grandes firmes internationales, même ici au pays, on en a des scientifiques qui exploitent ces savoirs-là, mais pas au profit de la population ou de la nouvelle génération qui arrive, mais plutôt au profit de leur portefeuille à eux, leurs actionnaires à eux, en brevetant puis en revendant tout ça. Du coup, nous, il faut qu'on se protège. Maintenant, on a les moyens de se protéger parce qu'on a des textes qui ont été votés à l'ONU. Là, il faudra se rapprocher du côté du Sénat coutumier, tout ça pour savoir dans quel cadre on peut se protéger là, mais on a les moyens maintenant c'est ça. Tout à fait. Ben oui, on a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler, ça s'appelle la biopiraterie. On en a parlé récemment avec un invité qui s'appelle Thomas Burelli, qui est doctorant en droit et qui nous venait de l'Université d'Ottawa et qui a travaillé justement avec le Sénat coutumier dans ce sens pour sensibiliser la population au fait qu'il faut protéger. Donc ce sont des plantes du pays qui ont justement des vertus. Voilà, donc n'importe qui a le droit de faire opposition à un brevet déposé. Il faut le savoir, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du CNDPA. Et puis pour revenir au répulsif naturel que nous a proposé Malia, il faut le mettre en pratique sans plus tarder, puisqu'on sait la saison chaude en ce moment, les moustiques vont réattaquer, c'est là qu'ils sévissent le plus. Donc merci beaucoup pour ces conseils Malia. Et puis merci Duke pour tous ces infos. Merci à toi Chloé, merci encore à vous à la maison. Bonjour Anna, nous allons parler social aujourd'hui avec toi et nous allons nous intéresser en particulier aux travailleurs sociaux qui œuvrent en milieu hospitalier. Bonjour Chloé et bonjour à tous. Nous allons monter dans le nord, du côté de l'hôpital de Poindimié précisément, où j'ai rencontré Vanessa qui est conseillère en économie sociale et familiale, ou ESF. ESF, d'accord. Alors quel est son rôle exactement ? Alors, elle a pour mission de préparer le retour à domicile des patients, tout ça en évaluant leur situation et leurs besoins. Elle participe aussi à l'élaboration du projet de vie de la personne et puis elle s'occupe aussi des suivis administratifs. D'accord, c'est un petit peu comme une assistante sociale, c'est ça? Alors, pour être plus précise, dans la fonction publique territoriale, les conseillers ESF sont rattachés au statut d'assistant socio-éducatif territorial, tout comme les assistants de service social et les éducateurs spécialisés. En milieu hospitalier, il peut travailler dans le service hébergement, il peut être aussi dans le centre de rééducation, dans le service moyen séjour aussi, et puis il peut aussi faire partie d'une équipe mobile gériatrique. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'un conseiller ESF exerce uniquement en milieu hospitalier? Non Chloé, il peut aussi exercer dans les organismes sociaux, par exemple comme la sécurité sociale ou encore les caisses d'allocation familiale, et puis aussi dans les foyers de jeunes travailleurs, et également dans les maisons de retraite. Alors, quelles sont les compétences et les qualités nécessaires pour un conseiller ESF ? Comme ils ont différents publics qu'ils côtoient, du coup, ça peut être aussi bien des chômeurs que des jeunes ménages ou encore des personnes âgées. Alors, il doit savoir les écouter et puis comprendre leurs besoins. Et en plus d'avoir une écoute, il faut aimer le contact et avoir un réel intérêt pour autrui, c'est-à-dire que le travailleur social, le conseiller en particulier, travaille pour et surtout avec les autres. D'accord, et ça doit être aussi quelqu'un de très positif, j'imagine. Il en faut une bonne dose de positivité, puisque quelles que soient les difficultés qu'il rencontre avec les personnes, le conseiller ESF est là en fait pour proposer des solutions et puis surtout permettre leur mise en pratique. Moi je te propose plutôt d'écouter toutes les explications de Vanessa et si tu veux, on monte à l'hôpital de Poindimié. On regarde. Je travaille au sein du CHN depuis le mois de juin 2015. Mes missions sont de travailler avec les patients, notamment sur le retour à domicile. Donc des patients qui ont été hospitalisés suite à des accidents de la route ou bien des accidents cardiovasculaires, qui se retrouvent dans des situations de handicap, donc des situations auxquelles ils ne s'attendaient pas et qui sortent de l'ordinaire entre guillemets. Donc on va travailler avec eux sur leurs besoins à leur domicile, donc à savoir est-ce qu'il y a besoin de réaménager le logement, est-ce qu'il va y avoir besoin de matériel spécifique, de personnes aidantes au domicile, donc une tierce personne autre que la famille. Il
Pour faire tout ça, je travaille en partenariat donc avec l'équipe médicale. Toutes les 2 semaines, on se rencontre, on discute ensemble, on échange sur la situation du patient, sur les besoins aussi médicaux qu'il peut y avoir et sur ce qu'il va falloir mettre en place au domicile. Je travaille aussi en partenariat avec les assistantes sociales de secteur parce qu'elles ne voient pas les patients qui sont hospitalisés. Donc moi, je fais le relais avec elles. À la fin de l'hospitalisation, je vais travailler avec elles en leur expliquant tout ce qu'on a fait avec les patients, ce qu'on a mis en place, les procédures qui sont en cours. Et elles pourront prendre le relais parce que moi, je ne pourrai pas tout faire sur le temps de l'hospitalisation, du patient. C'est-à-dire qu'on a à peine. À peine, c'est-à-dire le débit il est faible ou c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau? Très faible. Mais elle chauffe bien quand même, non? Très faible. Ça chauffe pas beaucoup? Mon travail au sein du CHN, moi je vais aller un petit peu au-devant des problématiques des gens. Parce qu'ils vont être confrontés à une situation à laquelle ils ne s'attendaient pas, à laquelle ils n'étaient pas préparés. Ils ont des droits pour lesquels ils ne sont pas forcément au courant. Voilà, quand on devient handicapé, quand on a une reconnaissance de handicap, ça nous ouvre certains droits, peut-être des aides financières, peut-être des aides matérielles. Donc tout ça, moi je suis au courant parce que c'est mon travail, donc je vais aller au-delà des problématiques des gens, je vais aller vers eux. Alors quand les patients arrivent à l'hôpital, ça peut être aussi des patients qui ne sont pas forcément dans une situation de handicap. Il y a certains patients qui n'ont pas de couverture médicale et qui ne le savent pas. Parce qu'ils sont en retard sur des cotisations, par exemple avec le RUAM pour les patentés, ou alors ils n'ont jamais pensé à faire un dossier au niveau de l'aide médicale. Donc le fait qu'ils viennent à l'hôpital, moi je vais le voir tout de suite parce que je fais une recherche pour me renseigner sur leur couverture sociale, si c'est à jour ou pas. Et là quand je me rends compte qu'il n'y a pas, donc je vais travailler avec eux sur tout ça, monter un dossier, récupérer les papiers. Donc soit la personne reste suffisamment longtemps à l'hôpital et je peux tout faire avec elle, soit j'amorce les choses et puis dans ce cas-là je lui donne le dossier et c'est elle qui va faire la suite après en sortant de l'hôpital. On peut se rendre compte aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout de revenus et qui peuvent être dans le besoin immédiat, par exemple de savon, de produits d'hygiène. Donc à ce moment-là, il y a une association au sein de l'hôpital qui a un petit peu de fonds, donc on peut récupérer des fonds de cette association pour acheter les premières nécessités. Sinon, on fait appel à la province. Via des secours immédiats exceptionnels qu'on sollicite, il y a des commissions régulièrement. Donc on va faire une évaluation sociale, monter un dossier avec des documents justificatifs, l'envoyer à la province et là c'est la province qui prendra la décision après évaluation du dossier. J'ai essayé d'appeler ce matin, ça ne répondait pas. Ça n'est pas la réponse, ça vraiment sur aujourd'hui. Oui. Ça va être pour demain. Le mercredi plutôt. Ouais. Sinon tu viens dans le bureau, on l'appelle ensemble si tu veux. Les conseillers en économie sociale familiale ont vraiment des spécificités et de la technicité au niveau de la vie quotidienne des familles. Donc principalement au niveau du budget, la gestion d'un budget avec les courses, les factures à payer, le loyer, la gestion des priorités. Il y a aussi au niveau du logement, parce qu'on a énormément de formations, d'heures de formation sur faire des plans, adapter les mesures, les encadrements de porte justement à une situation de handicap. Il y a des règles, il y a des normes à respecter. Donc on peut travailler énormément en partenariat avec l'ergothérapeute qui travaille également à l'hôpital. Alors principalement mes missions elles se passent au sein de l'hôpital. Éventuellement, si vraiment il y avait un besoin particulier, je peux effectuer des visites à domicile, mais pour cela, je passe normalement le relais aux assistantes sociales de secteur. Parce que forcément, si c'est des patients qui sont sur Pointe-Digné, je peux éventuellement me déplacer. Par exemple, hier, je suis allée visiter une maison en cours de construction pour un patient, pour s'assurer que tout allait être aux normes, qu'il y ait suffisamment de fenêtres, d'ouvertures, est-ce que c'était du neuf ou du rafistolage. Mais sinon, si c'est des personnes qui sont sur un autre secteur de Pointe-Digné, je peux bien sûr j'ai pas la possibilité de sortir aussi loin et aussi longtemps. Donc je vais demander aux assistantes sociales de secteur qui peuvent connaître les familles parce qu'elles les ont déjà rencontrées par le passé ou alors parce qu'elles sont tout simplement sur le secteur et que c'est beaucoup plus facile pour elles de se rendre sur place.
Au premier abord, je vais rencontrer le patient et je vais essayer d'échanger avec lui dans la mesure du possible parce qu'il peut y avoir la barrière de la langue. Il peut aussi y avoir des incompréhensions suite à un handicap, donc la personne ne sera pas à même de comprendre ce que je vais lui dire. Après, je vais rencontrer la famille, du coup, dans ce cas-là, où je vais discuter avec elle sur comment ils envisagent le retour à domicile de la personne qui est hospitalisée. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre en place des choses? Est-ce qu'ils ont les moyens financiers et humains de mettre en place les choses? Et dans ce cas-là, une fois qu'on a fait le point on a fait l'état des lieux du domicile, de la situation familiale, là, on va pouvoir réfléchir à ce qu'il faut vraiment mettre en place médicalement ou au niveau du matériel. Voilà, alors c'est sûr, ça ne doit pas être évident pour un patient âgé ou alors un patient qui n'a pas forcément de famille proche, de faire ces démarches administratives qui concernent par exemple la couverture sociale ou alors pour préparer sa sortie. Il y a évidemment le côté matériel, administratif, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi le côté humain. Les échanges entre le conseiller et les patients, ça peut être d'un grand réconfort des fois. Et alors on avait présenté justement il y a déjà quelques temps l'association de l'hôpital qui œuvre aussi donc, pour le bien-être des patients qui sont hospitalisés. Et donc forcément on les encourage ces personnes dans leur travail d'accompagnement, merci à elles. Et puis on finit Anna avec des infos pratiques comme d'habitude. Alors j'ai qu'un seul numéro à vous transmettre, c'est celui de l'hôpital de Poindimier qui est le 42 71 44. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'hôpital si vous voulez plus d'infos sur le conseiller en économie sociale et familiale. Très bien, merci beaucoup Anna pour ces infos, à bientôt. À bientôt. Pour le Fabon, aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la recette du flan au coco. Pour cela, nous nous rendons à la fois, on regarde. Bonjour, nous allons préparer un flan au coco vanille pour 8 personnes et pour cela nous avons besoin de coco râpé, du sucre pour le caramel, du lait concentré sucré, de la vanille, 4 œufs, un petit morceau de gingembre et un demi-citron. Alors pour le caramel, mettre la casserole sur le feu, mettre le sucre et ne pas arrêter de tourner. Ne pas le laisser sur le feu tout seul parce qu'il va griller. Donc pour un caramel, il faut le faire fondre doucement le sucre. Pas besoin de mettre d'eau, juste le tourner jusqu'à temps qu'il devienne doré. En attendant, presser le citron dans le plat. Et ça va vite après. Dès que ça devient doré, il faut vraiment tourner. Je vais râper le gingembre. Et alors là, je le mets au fond du plat, sur le citron pressé. Et après, je vais casser les œufs. Les 4 œufs. La boîte de lait concentré sucré. Après, le petit morceau de vanille que vous fondez en deux. Et après, il faut battre tout ça. Étape suivante, mettre le lait, l'eau, la vanille et les œufs sur le caramel. Et mettre le coco. Si c'est un gros coco, on peut mettre que la moitié. Si c'est un petit coco, on met tout le coco. On va en garder un petit peu après pour le mettre dessus.
Donc après, étape suivante, c'est placer le petit plat de flan dans un autre plat pour le mettre à cuire au bain-marie. Alors le mettre au four. Alors au bout de 3/4 d'heure, regardez, si le flan est figé, c'est qu'il est cuit. Donc là c'est bon, il est cuit. On va le sortir. Et il ne reste plus qu'à le garnir de coco pour le décorer. Une fois qu'on l'a décoré avec le coco, le mettre à peu près 1 heure au frais avant de le servir. Voilà le joli flan au coco. On peut prendre des mandarines pour faire une petite déco. Et la petite fleur qui rappelle la Calédonie. Et voilà, bon appétit! Bonjour Marie-Hélène, alors on parle conseil pratique pour les jeunes qui souhaitent poursuivre des études hors territoire. Oui, bonjour Chloé et bonjour aux fidèles téléspectateurs. Alors Chloé, on le sait, quitter le pays pour aller en formation est donc le destin de beaucoup de jeunes calédoniens. Mais avant d'y arriver, la route est longue. Et oui, il faut tenir bon, même s'il y a beaucoup de choses à préparer. On se dit que ça va être bien, ça va être une belle expérience. Alors par quoi est-ce qu'il faut commencer après avoir décroché son bac? Alors dès que l'on est en terminale, tu sais qu'il faut déjà inscrire ses vœux en fait sur un portail qui est dédié à cela et qui s'appelle en fait Admission Post-Bac. Et donc les jeunes ont jusqu'au 20 mars prochain pour inscrire leurs vœux. D'accord, alors avant d'inscrire ses vœux, il faut avoir effectué bien sûr des recherches sur les différentes offres de formation auxquelles on peut prétendre. Exactement, donc il faut se rendre dans les différents centres de documentation qui se trouvent dans les établissements scolaires. Il faut également consulter les guides d'orientation qui sont donc édités chaque année, qui sont disponibles dans les centres d'information et d'orientation, les fameux CIO. Et puis il faut savoir qu'on peut aussi se rendre sur le site du vice-rectorat, puisque tous ces guides-là sont donc en ligne. Ensuite, on peut bien évidemment aussi aller sur le site de l'IDCNC, puisqu'il y a également des informations qui s'y trouvent. Alors l'an dernier, tu sais que nous avions rencontré des jeunes, justement, qui partaient pour la métropole. Ils faisaient partie du programme Cadre Avenir. Donc moi, je te propose que l'on revive avec eux ces derniers instants juste avant le départ. Mara Lourde les avait rencontrés. On regarde. Donc je vais me présenter, moi c'est Henri-Paul Bourlon, responsable du suivi des étudiants boursiers de la province Nord, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou hors Nouvelle-Calédonie, parce qu'on peut en avoir un peu partout, on peut en avoir en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais aujourd'hui on va s'intéresser à vous. Vous êtes plus d'une trentaine à partir en métropole avec la bourse. Donc on a souhaité aujourd'hui vous faire un petit speech et puis même discuter avec vous et puis répondre à certaines interrogations. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a des besoins, s'il y a des angoisses, des choses, parce que sachant que quand on part pour la première fois, on ne s'attend pas à des choses qui peuvent y arriver, qu'on peut aussi rencontrer, surtout dans un endroit où c'est inconnu.
tout cas au nom de la province Nord, au nom du président, je tiens simplement à vous encourager. Bon courage, bon vent et bonne étude pour vous. Vous avez un engagement, vous rentrez dans un dispositif qui est la bourse. Vous devez rentrer au pays pour travailler. La province Nord ne vous impose pas de travailler en province Nord parce que nous préparons donc un pays. On vous demande de revenir travailler en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir quand même que la province Nord investit beaucoup et vous accorde toute sa confiance pour votre parcours de formation. Et donc pour un retour de confiance, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est travailler et réussir. Et rendre la confiance qu'on vous accorde à la fois à la province mais aussi à vos parents. Parce que il y a quelques-uns qui sont là aujourd'hui. Et sachez que c'est pas facile de vous laisser partir comme ça à 22 000 km. Donc pensez aussi de temps en temps à leur passer un petit coup de fil, leur donner des nouvelles, ou en tout cas on sera là nous pour faire le relais avec vos parents. Et donc à la fois on va vous préparer un peu au départ, vous avez fait les modules de vie quotidienne, en tout cas pour ceux qui l'ont suivi. Et puis on va passer le relais pour certains d'entre vous à notre équipe qui est basée à Toulouse. Je m'occupe des candidats de différentes provinces qui partent faire leurs études en métropole ou au Québec aussi. J'interviens dans la construction de leurs projets et de leur parcours de formation. Et on intervient également avec mes collègues dans les inscriptions dans les établissements en métropole. Donc à partir de là, on les accompagne jusqu'à leur départ et qui montent dans l'avion pour entamer leur parcours de formation. Tout se fait d'abord par Internet et après il y a tout le montage du dossier papier à faire. On met en place des entretiens de motivation avec les établissements s'ils souhaitent des entretiens de motivation avec les candidats avant leur départ. En général, ce sont des étudiants qui ont fait des demandes de bourse auprès de leur province, notamment pour la province Nord par exemple. Ils ont fait une demande de bourse à la province Nord. La province Nord nous demande de les recevoir en entretien. On essaye un petit peu de comprendre leur projet, de voir si ils souhaitent aller vers le bon parcours de formation par rapport à leur projet professionnel. On essaye aussi de donner un avis sur ce projet-là et sur la construction du projet à la province Nord pour qu'eux ils puissent décider sur l'attribution des bourses pour les étudiants. Une fois qu'ils ont eu une bourse, on continue le projet avec eux et à ce moment-là, ils rentrent en remise à niveau avec nous. Ils ont une préparation au départ où ils ont différents modules, notamment le module d'expression écrite. Ils ont 24 heures de français. Ils ont un module de communication, 12 heures. Ils ont un module de communication vie quotidienne, 18 heures. Et ils ont un autre module qui est de la méthodologie. Alors c'est tout ce qui est méthode de travail universitaire ou au lycée. Et là, ils ont 21 heures. Ça, c'est tout ce qui est préparation au départ. Et bien sûr, après, on complète ceci par des cours individuels bien spécifiques par rapport à leur formation. Une fois qu'ils sont partis, après, nous passons le relais à nos collègues en métropole, parce qu'il y a également la CEST qui est située à Toulouse. Mais ils ne suivent pas que les étudiants de Toulouse, bien sûr. On a des correspondants et ils se déplacent dans toute la France et qui permet à ces étudiants d'être suivis pendant leur parcours et notamment en cas de difficulté, puissent avoir un référent pour les aider au niveau moral, mais aussi pédagogique. Bonjour, entrez, venez. Asseyez-vous. Alors, est-ce que vous avez votre billet d'avion avec votre itinéraire? Oui. On va vérifier que vous ayez bien tout. Alors, en tant que formatrice extérieure, j'interviens dans le cadre du module de vie quotidienne. C'est donc un module qui permet de préparer l'étudiant à la réalité métropolitaine, donc anticiper l'ensemble des formalités réalisées avant le départ. Ensuite, une fois sur place, de se rendre compte de l'ensemble des démarches qu'ils vont avoir à faire et également au niveau plus pratique de leur situation géographique, des contraintes liées à leur hébergement,
aux inscriptions administratives, au suivi également, donc en relation avec la CEST, mais également les contraintes financières puisqu'ils vont devoir apprendre à gérer leur budget. Vous ne serez pas riche avec la bourse de la province Nord. Hein. Mais jusqu'à présent, nos étudiants arrivent à s'en sortir. Donc, vous aurez la bourse, mais vous avez une aide aussi en début d'année, hein, qui est importante. Vous allez vous croire riche avec. Faites attention, ne dépensez pas tout, parce que après, vous allez vite vous retrouver dans la difficulté. Également un aspect très pratique, puisque dans le cadre de ce module, on va rechercher l'ensemble des informations dans chacune des villes où ils ont demandé une inscription. Donc ça va être le Crous, donc au niveau des formalités, également voir où est situé leur hébergement, ce qu'il contient, s'il y a une assurance, comment ils font pour la prise de clé, s'il y a ensuite des moyens de transport, les distances, évaluer aussi le climat en fonction de la région où ils seront. Donc finalement, appréhender l'ensemble des contraintes administratives et financières qu'ils vont devoir prendre en charge puisqu'ils n'auront pas leurs parents, mais aussi les informer de tous les relais et de tous les référents qu'ils auront en métropole, puisqu'ils ont effectivement la Maison de la Nouvelle-Calédonie, mais un suivi aussi qui est obligatoire au niveau de la CEST Toulouse en métropole. Et également une liaison avec les référents en Nouvelle-Calédonie et au niveau de la province Nord et province Sud pour ceux qui relèvent de la province Sud ou des îles. J'essaye de faire un BTSA gestion et maîtrise des eaux à Rennes, à l'Académie de Rennes. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé aucune formation disponible de ce type en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai dû pour cela faire une demande de bourse pour la métropole. Alors, normalement, ils vous prennent en charge dès l'arrivée à Roissy. Hein. Donc, ils sont là à l'arrivée avec une pancarte. Donc, vous devrez vous présenter auprès de ces personnes, vous identifier, et ensuite, ce sont eux qui vous emmènent et vous transportent jusqu'au lieu d'hébergement et qui vous informent de la date et de l'heure de la réunion du lendemain où vous sont transmis le reste des documents. J'ai un peu peur, mais d'une part, je suis content de partir parce que j'ai envie de voir des choses autrement, vivre autrement. Au niveau du module, le module m'a permis une approche beaucoup plus concrète, beaucoup plus rapprochée de la vie de la métropole. J'ai une licence de sciences de la vie, de la terre et de l'environnement que j'ai obtenue à l'université il y a 2 ans, en 2012, en novembre 2012. Et voilà, là je pars en métropole pour un master, pour poursuivre un master. Je vis dans une tribu et c'est le fait de débarquer dans une grande ville. Et c'est surtout ça que j'appréhende, c'est la vie dans une grande ville comme Paris. Ça m'a un peu rassurée, ça m'a aidé un peu à voir, visualiser quoi, ce que j'aurais, ce que je vais vivre, quoi, où est-ce que je vais être, comment est-ce que je vais pouvoir me déplacer, tout ça. C'est vrai que Caroline ici à la CEST, ils m'ont quand même rassurée en quelque sorte sur ces démarches-là. Et avant de prendre l'avion, il faut penser donc à partir avec tous ces documents. Donc on prépare une petite pochette avec extrait d'acte de naissance, fiche d'état civil, carte d'identité en cours de validation, originaux des diplômes, photocopie du livret de famille. Et puis pour la couverture sociale, il faut penser à récupérer un imprimé auprès de la CAFAT. C'est un imprimé qui atteste du maintien des droits avant justement d'être affilié donc à la sécurité sociale métropolitaine. Et puis il ne faut pas hésiter à télécharger le guide de l'étudiant qui est édité par la Maison de la Nouvelle-Calédonie et qui se trouve donc en ligne sur Internet. C'est d'ailleurs le moment de déposer des demandes pour une bourse d'État pour des études en métropole. Tout à fait. Dès le 15 janvier, vous pourrez bien évidemment faire votre demande et ce jusqu'au 30 avril. Donc il s'agit de se constituer, si tu veux, un dossier que l'on appelle le dossier social étudiant pour une demande de bourse d'État et ou d'un logement. Donc l'adresse est la suivante, portail-vie.étudiante.fr.
Et si on n'a pas la bourse d'État, on peut déposer un dossier pour une bourse provinciale. Oui, pour cela, il faut se renseigner auprès de la province donc, de sa résidence, au service boursier ou dans les antennes décentralisées, pour le Nord et les îles. Et puis, il faut savoir que les demandes de bourse provinciales se font donc 1 an avant donc, la rentrée métropolitaine. Il faut donc s'organiser et les dossiers peuvent être retirés dans les lycées. D'accord. Après la métropole, on peut aussi aller étudier au Canada. Oui, c'est vrai qu'il y a le Québec avec le fameux dispositif Cégep Mobilité qui est maintenant très très connu, qui propose donc une formation en 3 ans. Les personnes qui sont concernées sont donc des bacheliers qui sont donc demandeurs d'emploi et qui ont donc interrompu leur formation initiale pendant au moins 18 mois. Il faut savoir que le recrutement est terminé pour cette année, donc il faut être à l'écoute pour la prochaine session. D'accord, sinon on peut aller étudier aussi dans la zone Pacifique. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des destinations très prisées. C'est vrai, il existe un programme de bourse pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande et pour cela il faut se rapprocher des consulats pour plus d'informations. D'accord. Et puis pour se faire une bonne idée de l'offre de formation, il y a également des rendez-vous à ne pas manquer, des rendez-vous d'information comme des salons, des forums. Exactement. Et figure-toi que dès le 24 février prochain, il y a donc un forum qui est organisé par la mission locale d'insertion des jeunes. Alors le premier rendez-vous sera à Kawa, donc le 24 février. Ensuite, au mois de mars, ça sera à Poneriwan le 2 mars, à Poya le 9 mars et puis à Wegwa le 16 mars. Voilà, on y parlera emploi également. Très bien, merci beaucoup Marie-Hélène. Avec plaisir, bonne journée. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On poursuit demain toujours dans la thématique droit et conseils pratiques. Je vous dis à demain, même chaîne, même heure.